Ici, c'est la grille d'évaluation qu'on a mis en place pour évaluer les projets qu'on va recevoir, parce que comme je vous l'ai déjà indiqué, on vous oriente pas tous les projets qu'on reçoit, on fait beaucoup de tri et on échange avec les entrepreneurs avant de vous les orienter. Cette grille d'évaluation, elle est composée en 4 axes. Le premier axe, l'entrepreneur ou l'équipe, qui est quelque chose qui est vraiment fondamental dans un projet. Le projet en tant que tel, le volet juridique et enfin le volet financier. Alors au niveau de l'entrepreneur ou de l'équipe, ce qu'il faut avoir à l'esprit et ce qui est hyper important en termes d'investissement, c'est qu'une idée ne vaut absolument rien. Votre idée, elle peut être magnifique, exceptionnelle, une idée ne vaut rien. Ce qui vaut véritablement quelque chose, c'est l'exécution qui va découler de cette idée-là. Et du coup, ce qui va être très important sur les entrepreneurs, sur l'analyse des projets qu'on va recevoir, c'est qu'est-ce qu'a exécuté l'entrepreneur qui est face à vous. On sait qu'une entreprise, une start-up, dans ce domaine-là, est caractérisée par l'agilité. L'agilité, qu'est-ce que c'est? C'est faire quelque chose un jour et de le faire de manière complètement différente le lendemain. C'est pas parce que l'entrepreneur il fait n'importe quoi ou qu'il part dans tous les sens, c'est qu'une startup elle est caractérisée par cette agilité, ce qu'on appelle le lean startup, c'est la capacité à tester quelque chose sur un marché, d'apprendre de ce qu'on a testé et de potentiellement réajuster sa stratégie, son produit, sa manière de communiquer, son moyen de commercialiser le produit. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que l'entrepreneur ou l'équipe qu'on a en face de nous est en capacité à exécuter méthodiquement certaines stratégies pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse arriver petit à petit à son product market fit. La notion de product market fit, on en reparlera tout à l'heure, mais elle est très importante parce que c'est la capacité pour un entrepreneur de vous démontrer qu'il a développé le bon produit à destination de la bonne cible et du coup, il est en capacité à nous définir quelle est sa cible précise, mais qu'en plus de ça, il a le bon canal de communication et les bons arguments de communication pour pouvoir toucher sa cible. Ça, c'est le fit entre le produit et le marché. Et du coup, ce qu'il faut pouvoir regarder, c'est l'entrepreneur en face de nous. Est-ce que ce qu'il a pu exécuter avec les petits moyens qu'il avait à sa disposition est correct et bon? Alors, comment on peut l'analyser? Ça va être le site internet, ça va être la communication, ça va être ses réseaux sociaux, ça va être ses différents partenariats, et tous ces éléments qui nous permettent de voir si concrètement l'entrepreneur qui est en face de nous a, avec les moyens qu'il avait à sa disposition, exécuté quelque chose correctement. Ou est-ce que le site il fait que de bugger, il n'est pas adapté, il n'a aucun partenariat, la communication n'est pas du tout bonne, tout est à refaire, c'est problématique. Là, l'exécution n'est pas forcément bonne. Après, l'entrepreneur, est-ce qu'il a investi de ses fonds personnels? Est-ce qu'il a peut-être déjà fait du love money, c'est-à-dire prendre des fonds auprès de son entourage, de ses amis, de sa famille? Est-ce qu'il a été en capacité, s'il y avait besoin de plus de fonds, d'aller lever des fonds auprès d'institutions publiques et d'avoir des aides de l'État, de nouer des partenariats stratégiques pour pouvoir développer certaines choses qui nécessitaient des fonds? Donc vraiment, ce qui va vous intéresser, c'est est-ce que les entrepreneurs qui sont en face de vous ont exécuté correctement une première version de leur produit ou les premières étapes de développement de leur entreprise. Ça, c'est hyper important. Est-ce que déjà à ce niveau-là, il y a des personnes qui veulent réagir sur cette question de l'équipe, de l'entrepreneur, de l'exécution? N'hésitez vraiment pas à me couper et à prendre la parole pour peut-être rajouter des éléments, compléter, me corriger si besoin, ou s'il y a encore des questions, des demandes de précision, n'hésitez surtout pas à n'importe quel moment à me couper. Donc là, je la représente pas, hein. Je lis pas les critères d'évaluation. Je vous laisse soit les lire là maintenant, soit de retourner sur notre vidéo sur YouTube pour pouvoir avoir la présentation de la grille d'évaluation. Ensuite, on va s'intéresser bien évidemment au projet. Au niveau de la connaissance du marché et du caractère innovant du projet, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la capacité de l'entrepreneur à nous apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de projets qui se lancent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont tenter de créer quelque chose, mais est-ce que l'entrepreneur qui est face à nous,
il a vraiment une connaissance de son marché? Est-ce qu'il connaît les acteurs qui sont présents sur ce marché-là? Et du coup, est-ce qu'il connaît les enjeux actuels et futurs? À partir de là, est-ce que l'entrepreneur est en capacité de vous définir précisément quelle est la problématique qu'on a sur ce marché et de vous démontrer en quoi la solution qu'il apporte est pertinente par rapport à ces problématiques-là? Généralement, dans un incubateur, pour intégrer un projet dans son incubateur, ce qui nous intéresse dans la présentation du projet, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi, elle m'apprend quelque chose ou au final, elle m'apprend absolument rien du tout. Ça, c'est un élément que moi, je garde toujours à l'esprit quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me parle de son projet. Est-ce qu'il m'apprend quelque chose ou est-ce que moi, quand je vais analyser le projet et regarder en profondeur, est-ce que j'apprends quelque chose? Et ça, c'est hyper stimulant. Même simplement ce fait-là, il est hyper intéressant et stimulant. Au niveau de l'éthique, bien évidemment, il y a quelque chose qui est très très important pour nous. Au-delà de l'aspect pécunier et rendement financier, est-ce que le projet qui est en face de nous, il a un impact positif sur l'environnement, sur l'individu ou la vie en société de manière générale? Et si on va un peu plus loin, est-ce qu'il est conforme au droit commercial musulman? Alors là, il y a plusieurs points. Soit c'est très simple et l'analyse on l'a fait nous-mêmes, vente d'alcool ou vente de produits prohibés par l'islam. Et ça c'est plutôt simple et du coup on met de côté les projets directement. Par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a soumis un dossier dans la fintech et qui nous a dit clairement et ouvertement que le projet n'était pas Sharia compliant et qu'ils avaient des produits avec de l'usure. Le projet on l'a mis complètement de côté directement. Par contre, pour d'autres projets où là c'est plus compliqué d'analyser si c'est conforme à la charia ou pas, on va faire appel à des experts sur le sujet pour pouvoir nous aider. Mais parfois, les projets eux-mêmes ont des sharia boards, c'est-à-dire des experts en finance islamique qui vont pouvoir analyser le projet. Et du coup, là, on va analyser le sharia board pour voir si le business model, la manière le produit en lui-même est conforme ou pas à la charia. Ensuite, on a la notion de demande et de... Oui. Excusez-moi, c'est Anis. Salam alaikum. Comme ça, là, je voulais juste, pour être sûr, ce travail-là d'analyse éthique, il est fait par toi et ton équipe avant de soumettre le projet ou c'est à nous de le faire? Non, c'est nous qui le faisons. D'accord, ok. Nous, on le fait, et comme je l'évoquais, soit c'est gros comme une maison, et du coup, on met le projet directement de côté, soit c'est un peu, c'est plutôt technique et complexe. Là, on fait appel à des personnes extérieures qui ont le bagage pour pouvoir nous épauler sur l'analyse. Ou troisième possibilité, c'est qu'on va se baser sur le sharia board de l'entreprise en question directement. D'accord, ok. Barakallah fik. Alors, tac. Du coup, donc, ensuite, on a la notion de demande et de scalabilité. Alors là, la scalabilité, c'est vraiment un critère très, très important et intéressant dans l'investissement en start-up. C'est est-ce que le projet est scalable? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que mon projet est suffisamment automatisable, pour pouvoir être répliqué à plus grande échelle très rapidement? Ça, c'est la première chose. Et généralement, on le sait, les outils numériques aujourd'hui et ceux qui ont un commerce en ligne peuvent répliquer très rapidement leurs produits à très grande échelle. Et si on va un peu plus loin, c'est la notion de coût d'acquisition client et la notion de coût variable. Une entreprise qui doit embaucher à chaque fois du nouveau personnel, à chaque fois acheter du nouveau matériel ou des nouveaux logiciels ou mettre en place des process hyper lourds pour pouvoir générer une centaine de nouveaux clients, c'est très problématique. Par contre, si au contraire, la société qu'on a en face de nous, plus elle grossit, plus elle arrive à s'automatiser et du coup, au contraire, elle vient réduire le coût d'acquisition client, là, on est sur un produit et une entreprise totalement scalable. Et c'est ce qu'on va rechercher en termes d'investissement. Pourquoi? Parce que la scalabilité permet la croissance exponentielle. Une croissance exponentielle, c'est passer, alors je suis nul en maths, mais c'est passer de 1 à 100 000. Et c'est pas passer de 1 à 100, puis 200, puis 300. Là, c'est vraiment passer de 1 à 100 000, puis ensuite à 15 millions. Là, c'est vraiment des croissances exponentielles. C'est pour ça que parfois, on a certaines startups qui vont vous exposer des prévisionnels avec vraiment une croissance mirobolante. Et là, il ne faut pas considérer que l'entrepreneur, il est fou. C'est que vraiment,
le milieu startup et le milieu des nouvelles technologies permet véritablement aux entreprises d'avoir des croissances exponentielles. Parce que du jour au lendemain, on peut toucher la France, puis ensuite passer à l'Europe complète et ensuite passer au monde entier. Et c'est ce qu'on va rechercher sur les projets qui sont soumis, c'est cette notion de scalabilité. Est-ce que le projet est automatisable rapidement pour pouvoir faire en sorte qu'il se développe à grande échelle très rapidement sans que le coût d'acquisition client explose? N'hésitez pas, hein, si vous voulez rebondir, réagir. Enfin, un point que je voulais aborder avec vous sur la scalabilité, c'est la notion de licorne et de l'actualité startup en France. Je ne sais pas, ceux qui suivent un peu l'actualité startup en France, on parle de plus en plus de licorne et d'investissements faramineux dans le milieu startup français. Alors, très sincèrement, et ça c'est mon avis, là il y a un tournant qui se joue à l'heure actuelle et c'est le moment d'en profiter. C'est le moment de saisir les opportunités où on a de plus en plus de licornes en France. Une licorne, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va passer la valorisation d'1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars, mais généralement on se base aussi sur le dollar. Et ça, c'est quelque chose qui est possible assez rapidement dans le milieu startup, comme je voulais exposer cette notion de croissance exponentielle, qui fait qu'il y a des startups qui au départ ont une valorisation peut-être à 1 million, ensuite avec une première levée de fonds et une croissance à une valorisation à plusieurs dizaines de millions, et ensuite très rapidement avec une nouvelle levée de fonds en série A, B ou C, on est sur des valorisations qui vont dépasser le milliard d'euros, et ce qui fait que la startup en question est une licorne. Alors là où je disais qu'il y a une opportunité, je pense à ne pas louper, c'est qu'aujourd'hui la France a une politique startup qui est assez poussée. Ils veulent encourager de plus en plus les startups à se développer pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de licornes en France pour rayonner au niveau européen et au niveau international. Et du coup, il y a de plus en plus d'investissements. En ce moment, il y a de gros investissements. Et du coup, vous n'êtes pas à l'abri que une startup dans laquelle vous allez investir au démarrage puisse obtenir par la suite un très gros investissement par un très grand capital un très gros fonds d'investissement, qui soit public ou privé, et du coup que sa valorisation explose et que derrière, vous, en tant qu'investisseur ayant débuté au départ, vous ayez un retour sur investissement qui soit très intéressant. Donc l'actualité en ce moment, je vous invite à aller lire un peu les articles sur le sujet. L'actualité est très, très riche en ce moment. Hop. Alors ensuite, je continue donc sur le business plan. Première question à se poser sur le volet financier, c'est déjà l'entrepreneur en face de vous. Est-ce que il sait comment il va gagner de l'argent? Est-ce que le business model en soi, il permet une monétisation du projet? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent vous voir, ils ne savent absolument pas comment ils vont gagner de l'argent, et le projet au départ ne permet pas la monétisation. Alors là, c'est problématique, et certaines personnes vont vous dire on va se baser sur la publicité, mais ça c'est quelque chose qui est très complexe au départ. Pour pouvoir gagner de l'argent via de la publicité, il faut quand même beaucoup de trafic, il faut beaucoup de flux. Si l'entrepreneur en face de vous n'est pas en capacité à vous démontrer qu'il a déjà ce trafic-là et ce flux-là, c'est compliqué. Alors le contre-exemple, bien sûr, et ce qui fait qu'on reste quand même mesuré, c'est Facebook qui au départ ne savait absolument pas comment ils allaient gagner de l'argent et comment ils allaient monétiser le projet, mais vu qu'ils ont développé énormément de flux, presque 2 ou à 3 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, ils font énormément d'argent via de la publicité. Mais ça, c'est des mastodontes, 2 milliards, 3 milliards d'utilisateurs. Quelqu'un qui vient vous voir et qui a 0 utilisateur et qui vous dit « je vais gagner de l'argent via de la publicité », il vaut mieux être mesuré, bien que ça peut tout à fait marcher. Au niveau du prévisionnel et de la valorisation, ce qu'on dit souvent, et la plupart des investisseurs aguerris en sont conscients, c'est que, alors, je vais juste valider la personne qui vient d'arriver. Ok. Au niveau du prévisionnel et de la valorisation, beaucoup d'investisseurs aguerris vous le diront, on sait très bien que c'est extrêmement difficile pour un entrepreneur de définir sur 5 ans son prévisionnel.
Si je vous prends l'exemple, un exemple, comment savoir le nombre exact de commandes en décembre de l'année 2026? C'est très compliqué, c'est complexe. Et rares sont les startups qui définissent un business plan qui est tenu à la lettre sur 5 ans en termes de prévisionnel. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que ce prévisionnel-là est basé sur des éléments tangibles, cohérents et justifiables? Oui, ok, c'est compliqué de le définir, mais ça ne veut pas non plus dire que je dois mettre complètement au hasard euh, les chiffres dans mon prévisionnel. Est-ce que l'entrepreneur face à vous est capable, à minima, de vous expliquer pourquoi il a mis en place cette stratégie d'acquisition client sur 5 ans? Et derrière, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est pertinente? Si on passe de 300 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième année à 5 millions la quatrième année, mais que derrière, on continue à bosser avec 2 stagiaires et un alternant, c'est compliqué. Il faut pouvoir quand même embaucher des compétences, des ressources humaines. Et c'est même compliqué, par exemple, un entrepreneur qui va vous dire on va passer 300 000 à 1 million d'euros, mais qu'on voit que le budget communication ou le budget marketing est toujours à 1000 euros pendant 5 ans, ah là c'est compliqué, il y a un problème, c'est pas cohérent, c'est pas justifiable. Donc c'est là où on va chercher la cohérence chez l'entrepreneur. Est-ce que le besoin en financement, il est cohérent? Est-ce que il va vous demander 5 millions d'euros, mais au final, il n'a absolument pas besoin de 5 000 euros pour pouvoir mettre en place la stratégie qu'il veut mettre en place. Il veut juste se sortir un salaire de 3 000 euros tous les mois. Donc là, c'est pas cohérent. Derrière, est-ce que sa stratégie d'utilisation des fonds, est-ce qu'elle est claire et pertinente? Parce que parfois, il va vous demander 2 millions d'euros, mais par rapport à la stratégie, c'est tout à fait cohérent. Et même la stratégie est hyper pertinente pour pouvoir atteindre les objectifs définis au départ. Bien évidemment également pour vous, c'est la notion de retour sur investissement. Est-ce que les prévisions de retour sur investissement, elles sont claires aussi? Est-ce que le mécanisme mis en place dans le cadre de la levée de fonds est clair? Parce que là, en termes de levée de fonds, il y a plusieurs mécanismes qui existent et du coup, l'entrepreneur face à vous, est-ce qu'il maîtrise lui-même ce mécanisme-là ou pas du tout? Et enfin, ça me permet de faire la transition avec le volet juridique. Est-ce que la société en question est claire quant à sa situation juridique? Parfois, on reçoit des dossiers et malheureusement, la situation juridique, c'est une usine à gaz parce qu'il n'a pas voulu mettre son nom dans la société, qu'il a mis une personne fictive, etc. Et déjà là, ça commence mal et c'est problématique. Et si on va un peu plus loin, est-ce que l'entreprise en face de nous, notamment celles au démarrage et celles en développement, est-ce qu'elles sont bien accompagnées par un avocat pour pouvoir réaliser de la meilleure des manières ces démarches-là de levée de fonds? Voilà un peu pour les commentaires qu'on peut apporter sur cette grille d'évaluation pour vous donner un maximum de clés sur l'analyse des projets et des startups.